Hey, bonsoir, bonjour à vous tous et bienvenue dans DCP, votre émission bi-hebdomadaire proposée par le Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Vous écoutez vos potes que sont Fred, Jérémy, Julien. Bonjour les potes. Bonjour à tous. Vous savez quel épisode on est les gars? Le 9ème, non? Le 9ème épisode de Et- DCP. Ah ok. Non mais c'est incroyable. Parce Quelle belle aventure. C'est ça. Et à l'occasion de ce 9ème épisode, on a décidé de changer un peu la formule de notre émission. C'est l'épisode laboratoire, c'est les expériences. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toujours nos critiques, des chiffres, des jeux. Et on va donc diviser l'émission en deux parties très distinctes. Au programme de la première, des actus en bref, notre critique d'un film cette fois, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, plus les rattrapages. Dans la seconde partie, vous retrouverez les chiffres de Jérém, les jeux et bien évidemment le Joker. Mais donc, en première partie, messieurs, Les news. les news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la planète cinéma ces derniers temps, Julien? Eh bien, Planète Cinéma et Planète Jeux Vidéo, puisque hier on a eu le trailer d'un jeu Indiana Jones. Et oui, alors le jeu va être développé par Bethesda Studios, donc ceux qui ont fait Skyrim, qui ont fait Fallout, qui sont derrière les Wolfenstein. Et en parlant des Wolfenstein, c'est le studio à l'origine du remake de la licence depuis 2014 qui va s'atteler à la tâche. Donc le jeu va s'appeler Indiana Jones et le Cercle Ancien. Et le jeu se passera entre le premier volet et le troisième volet. Et je précise bien, parce qu'on voit un peu partout que ça se passera entre le deuxième et le troisième volet, sauf que Indiana Jones 2 est un préquel au 1. Voilà, donc le jeu se passera en 1937, quelques temps après les aventures de l'Arche perdue, et c'est attendu courant 2024. Malheureusement, si vous êtes sur PlayStation, vous ne pourrez pas y jouer, puisque c'est une exclusivité Xbox et PC. C'est pas grave parce que moi, quand j'ai vu le trailer, j'ai cru que le jeu datait de 2011. Oui, il m'a dit ça ce matin quand il m'a montré le trailer. Les mots sont durs. Moi j'aimerais bien prendre la suite parce que j'ai aussi une actu jeu cinéma. Vas-y, Et Fred. du coup cette fois-ci dans le sens inverse. Donc en fait Until Dawn va être mis au cinéma. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était un jeu qui était sorti d'horreur à choix multiples, qui avait un peu ce côté très cinématographique. Ça avait plein d'acteurs connus qui jouaient dedans comme Rami Malek ou je sais plus. Aiden Pantier. J'allais le dire. exactement. Ouais, en effet. Et du coup, voilà, le film va être adapté par David F. Sandberg, qui avait réalisé malheureusement les deux Shazam, ce qui fait peur, mais qui est aussi un réalisateur de films d'horreur, donc qui avait réalisé le court-métrage et le long-métrage Dans le Noir, et aussi du coup Annabelle 2, que moi personnellement j'avais bien aimé. Oh bah Annabelle 2, c'est le seul valable dans les C'est Annabelle. ça, hein, donc, je crois que c'était le seul que j'avais trouvé vraiment cool, donc à voir, trop bien. Jérém. Alors moi ça va être très rapide parce que c'est une news qui vient tout juste de tomber. Donc l'Académie des Césars vient d'annoncer les Césars d'honneur de cette année, quelques jours de l'annonce des nominations. Et donc cette année, pour la 49e cérémonie, les Césars d'honneur seront décernés, et pour le premier, Owen va être content, à Christopher Nolan et à Agnès Jaoui. Pour rappel, et pour ceux que ça intéresse, les Césars, ce sera le 23 février en clair sur Canal. Un classique du cinéma d'animation qui fête ses 20 ans cette année va avoir droit à une suite. Le producteur Gary Goetzman a dit qu'une suite était bien en cours pour le Pôle Express. Et oui, le Pôle Express 2, c'est en préparation. Par contre, on n'a aucune annonce de la part de Robert Zemeckis. Et comme on sait que le gars est systématiquement contre des suites de ses films, que ce soit Roger Rabbit ou Retour vers le futur, ça m'étonnerait qu'il fasse le Pôle Express 2. En tout cas, on sait que ça va se faire. Sans transition, on va pouvoir passer directement au débat et à la critique du seul film dont on va parler pendant cette émission. C'est Pauvre créature, la dernière création de Yorgos Lanthimos. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé. Du coup, Pauvre créature avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe en tête, de quoi ça parle? Alors voici le synopsis. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Alors, je me permets de commencer la critique en disant ce que j'ai dit à Jérémy. Oui, et hier j'ai soir. trouvé ça très très bon. Je pense que Pauvre créature est tout ce que Ari Aster aurait voulu accomplir avec Boy the Fred. Tu penses? Je pense. Ok. Donc je suis. C'est son avis. Ok. Non, si je peux développer vite fait, Ouais. je trouve que on retrouve ce côté très fragmenté dans la narration. C'est-à-dire que tu as des actes que tu pourrais penser supprimables assez facilement parce que tout se passe dans des unités de lieu et de temps assez définies. D'ailleurs, les deux films sont assez chapitrés. En plus d'une esthétique très... Il y a un côté très typique
très unique qui s'en dégage. Et je trouve que tout ce qu'accomplit Ari Aster dans Boys of Red, c'est foiré. Alors que justement, tout dans Pauvre Créature a un sens. Tout fonctionne en matière de récit, en matière de développement du personnage, parce que tout le film, justement, c'est l'évolution intellectuelle du personnage de Emma Stone. Désolé, je suis déjà en train d'analyser le film, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? Assez déçu, personnellement. Oh non, le pro de Yorgos Lanthimos. Ouais, en plus, je l'attendais avec impatience. On rappelle le film qui t'attendait le plus de l'année, ouais. Ouais, j'avais beaucoup d'attente parce que j'aime beaucoup Yorgos Lanthimos. J'ai beaucoup aimé Canine. J'ai extrêmement aimé La Favorite. C'est son meilleur, je trouve. J'avais adoré. J'ai rattrapé il y a très peu de temps aussi Mise à mort du cerf sacré, que j'ai bien apprécié. Le seul qui me manque, en plus de ses premiers films grecs, c'est The Lobster. C'est un peu, c'est le gros manque que j'ai encore sur Lanthimos. Pourtant, c'est peut-être le plus connu, The Lobster. Et ouais, paradoxalement, c'est un film qui est dans ma liste depuis des années et que je ne vois toujours pas. Donc il faut que je le regarde. C'est con, je déteste Canine, mais j'aime beaucoup Pauvre Créature. Pourtant, on retrouve beaucoup de Canine dans Pauvre Créature. C'est vrai. Oui. Jérém. Alors moi, l'expérience de visionnage que j'ai eue, c'était en 1er janvier. Je l'ai vu en avant-première le 1er janvier, donc post-Nouvel An. C'était génial. J'étais vraiment bien fatigué au moment de la séance. J'ai pas décidé de le suivre. Mais franchement, j'ai pas mal apprécié le film quand même. Bien que je le trouve assez long à certains moments, et je me rappelle avoir dit ça à Owen, au moment où la séquence du bateau se termine, j'espérais que le film se terminait. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai quand même trouvé le film long, il reste bien 1 heure après ça. Donc, Et Fred, toi tu l'as vu il y a genre 3 heures. Ouais, il y a quelques heures, c'est tout frais. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment apprécié de fou. Et qu'est-ce que je peux dire un peu de manière générale avant qu'on creuse un peu le sujet ? Non, moi j'ai bien aimé, tu parlais d'Ari Aster, mais c'est vrai que les deux personnages sont totalement différents. Donc le personnage d'Emma Stone est un peu plus simple à écrire parce que c'est un personnage qui est vide de tout, qui apprend en fait au fur de la narration. Donc c'est hyper intéressant de voir un personnage qui peu à peu se remplit de tout ce qui existe dans le monde. Que Ari Aster, en fait, c'est un personnage qui part avec déjà des bases d'un mec mais totalement flippé de la vie, genre totalement parti pour tout rater, quoi. Donc il y a quand même une différence, tu vois. Oui, mais genre, c'est-à-dire que les deux personnages suivent des péripéties qui les font voyager à travers le monde. Et mais pas avec les mêmes bagages. Non, évidemment, mais le personnage de Beau n'évolue jamais dans son film. Ah oui, non, bien sûr. Et il est insupportable à suivre. C'est ça. Parce qu'il est toujours... Enfin, t'as l'impression de voir une sorte de pile qui geint systématiquement à un point A, à un point B, à un point C, à un point D. Alors que t'es censé suivre une odyssée. Oui. Là, dans Pauvre Créature, t'as cette notion d'odyssée du personnage qui va petit à petit se nourrir de son voyage. Alors que c'est pas du tout le cas dans Boys of Red. Oui, c'est un mec après Ari Aster, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu expérimenter, se dire qu'est-ce que ça ferait de faire un film de voyage, tu vois, un truc un peu à la Pauvre Créature, mais avec un personnage qui évolue pas. Enfin, tu vois, c'est quand même intéressant. C'est intéressant, mais je trouve le film tellement insupportable, tu vois. J'aime trop Boys of Red. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Boys of Red. C'est vrai. Mais voilà, moi en tout cas, j'aimais beaucoup ce côté, avoir un personnage qui du coup apprend des grands ponts de la vie, quoi. Enfin, des trucs un peu, c'est un peu de la vulgarisation parce que on peut pas tout dire de la vie en un film. Mais moi, ça m'a ému. Plein de moments. Non ? Ah si, moi je suis complètement d'accord. Tu vois ? Je suis complètement d'accord sur ce côté, en fait, où le film commence avec un apprentissage qui est très bas de plafond, c'est-à-dire littéralement faire pipi. Oui. Puis petit à petit, t'as les différentes strates de l'apprentissage. C'est apprendre que le sexe, apprendre les riches et les pauvres, et après ça apprend des notions de philosophie complètement qui nous dépassent nous-mêmes. Et justement, ce film parvient à nous faire sentir cette évolution systématique du personnage. Je sais pas ce que ça vous évoque, ça. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est tout ce qui concerne l'Odyssée, donc tout ce qui fait le cœur du film et le milieu du film. Je trouve que Lanthimos n'a rien à dire et ça se sent. Et comme disait Jérémy, moi, c'est à partir du bateau j'ai commencé vraiment à être dans l'attente, en fait. C'est vrai que c'est pas très original non plus ce qui se dit. Il y a les riches et les pauvres. Et c'est surtout que le cinéma de Lanthimos, si on essaye de faire un lien entre tous ces films, c'est surtout quelque chose déjà sur l'enfermement. Donc le début de Pauvre Créature, c'est une sorte de version minimaliste de ce qu'on retrouve dans Canine. C'est-à-dire Canine, c'est un père de famille qui cache à ses enfants le monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans la maison et dans le jardin. Et ils ont ce désir de pouvoir sortir de la maison et qu'il aurait toujours refusé. C'est ce que traverse donc le personnage de Bella, qui, elle, va pouvoir accéder à l'extérieur. Et à partir du moment où on passe à l'extérieur, j'ai l'impression que Lanthimos sort de ce qui fait son cinéma, qui n'arrive pas à creuser cette nouveauté chez lui. Si tu prends par exemple un film comme La Favorite, c'est... On pourrait parler d'Odyssée, mais c'est une Odyssée
dans l'évolution aussi du personnage, sauf qu'elle est toujours interne à la cour. C'est comment une toute petite domestique devient la favorite de la reine. Et si tu prends Mise à mort du cerf sacré, c'est un enfermement, c'est vraiment... Il y a très peu de voyages aussi, c'est-à-dire que ça se passe soit entre les hôpitaux et la maison, et c'est comment en fait une malédiction qui touche une famille les amène en fait à être de plus en plus recentrés dans leur propre cocon familial, au point d'être totalement Isolé. isolés. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Je trouve, tu vois, que le personnage d'Emma Stone, Bella, reste finalement un peu enfermé pendant tout le film, non ? Est-ce qu'on a l'impression qu'à un moment, elle sort de ce carré, enfin, même quand elle est dans une ville, c'est des maquettes un peu, enfin, c'est des villes maquettes très petites, quoi. Ah, certes, mais elle veut découvrir le monde, donc du coup. Mais est-ce qu'elle le découvre vraiment ? Moi, le moment où elle se barre et qu'elle fait sa vie quand elle est au Portugal, pour moi, c'est un moment de découverte et du coup, pour moi, elle se libère de tout ce qu'il y avait avant, Ouais. quoi. Mais moi, pardon, vas-y. Je pense que son apprentissage, enfin en tout cas, le côté isolement, il se fait à travers sa relation avec les autres personnages qui justement genre, sont systématiquement dans le contrôle. Au début, elle est avec le personnage de Willem Dafoe qui l'empêche de sortir. Ensuite, elle est avec le personnage de Mark Ruffalo qui est ultra dans le contrôle de ses activités, même s'il est complètement à la ramasse. C'est vraiment dans la dernière partie du film où elle est complètement indépendante de ce qu'elle va faire, même s'il y a toujours des personnages masculins qui essayent de la mettre dans un cadre. Mais elle trouve toujours des lieux où évoluer, c'est toujours des lieux restreints, c'est ça qui est assez intéressant. C'est ça. Même dans la maison close, quoi, finalement. Oui, Elle se libère tout en étant dans une maison, enfin voilà, il y a ce truc quand même qui est assez intéressant. elle est toujours dans contrôlée. Ses faits et gestes sont contrôlés par quelqu'un jusqu'à ce Ouais. qu'elle décide de dire non. Avec la dernière séquence, avec l'incroyable acteur, j'ai oublié son nom, Christopher Abbott. de Possessor, que j'adore. Vraiment, je l'adore dans ce film. Moi, j'ai un mot à dire aussi, par contre, sur les décors, enfin sur le côté uchronique du film. C'est-à-dire qu'on te parle de Lisbonne, on te parle d'un bateau, on te parle de Paris, mais vous avez l'impression d'être à Paris, vous, dans le film ? Mais c'est ça qui est drôle, du C'est coup, steampunk, hein, c'est totalement, c'est Ouais, un peu steampunk, steampunk, ouais. 19e siècle. Non, mais même, ils sont pas fidèles enfin, je sais pas. Je me sentais jamais à chaque fois dans un espace énorme, en fait. Non. J'avais toujours l'impression d'être hyper restreint, et en plus, il y a un peu Je vois ce que tu veux dire. C'est l'effet aussi de la mise en scène avec le filtre fisheye, Oui. qui te donne l'impression d'avoir de l'espace, mais en même temps, t'es dans une bulle. Et ça revient beaucoup dans le film. Mais juste par rapport à ça, moi, j'ai l'impression que le film... À un moment, j'avais l'impression que le film était futuriste, puis après, j'ai l'impression que c'était un film qui se passait au 19e siècle, et j'arrive vraiment pas à savoir à quelle période se Bah, du situe coup, le film. comme disait Steampunk, Julien, steampunk. Ouais. Steampunk, totalement. Une sorte de futur, un parle- futur uchronique qui se passera au Ouais. 19e siècle. Ouais, c'est par rapport à la mise en scène, là. Tu Mm. commences à évoquer les fichiers, tout ça. Ouais. Moi, j'avais peur d'un truc en voyant les bandes annonces, que ce soit juste des effets tape à l'œil et que ça a aucun sens, c'est juste balancer ça comme ça en mode j'ai mis des fichiers, je mets du noir et blanc. Finalement, je trouve ça pertinent, bien que j'ai pas revu le film une deuxième fois, j'aurais bien aimé le revoir pour essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Mais que le début du film soit en noir et blanc, je comprends totalement en fait, parce que on est dans le point de vue d'une enfant, donc du coup un enfant au début ça ne voit pas les couleurs, donc du coup C'est ça. Ah bon Oui. Attends, tu ne vois pas j'ai tes un peu- en tant qu'enfant tu ne vois pas les couleurs avant un bon 6 mois je crois. Ah ouais. Tu ne distingues pas les couleurs et que voilà. Et donc du coup je trouve que c'est bien amené, et justement au moment où tu arrives au Portugal, je crois que c'est la première fois que tu vois des couleurs et ça te pète les yeux mais direct, tu vois, et je trouve que ça amène bien l'évolution qu'il veut faire amener. Et pareil, tu distingues un peu mal les couleurs. Pareil, quand t'es au début, tu distingues un peu mal les couleurs. Donc les couleurs, elles sont un peu pétardantes, elles dégoulinent un peu. Et donc du coup, dans l'idée de l'évolution du personnage l'évolution de la mise en scène suit l'évolution du personnage, ça fonctionne. Et puis, c'est savoureux quand la couleur vient dans le film. C'est tellement savoureux, tellement les contrastes sont chouettes. Et non, mais pour revenir sur tout ce qui était noir et blanc, c'est en plus un superbe hommage à l'univers gothique et à l'expressionnisme allemand, que ce soit au niveau des formes très exagérées, aux effets fisheye de déformation, et aussi à cet effet de cercle noir, en fait. C'est-à-dire que l'image est dans un cercle, c'est totalement l'expressionnisme allemand, et c'est pas un univers que Lanthimos avait exploré, et ça, sur ce point-là, je trouve qu'il le fait très bien. Et c'est pour ça que je trouve ça très dommage que cet univers-là, on le quitte, et on le retrouve un peu qu'à la fin. Notamment, scène de fin, on retrouve quelque chose d'une intrigue proche de la favorite, dans ce jeu de pouvoir entre la femme et son mari, mais du coup, c'est à la fin, et ça part très vite. Et c'est bien dommage. C'est vrai que c'est assez vite expédié, cette intrigue-là, mais en même temps, genre, c'est dans la continuité de tout ce que le personnage parcourt, c'est-à-dire ce besoin systématique qu'ont les hommes à vouloir la mettre dans un lieu dans lequel elle va devoir juste accepter sa condition. Ça me choque pas, tu vois, c'est dans une forme d'évolution systématique. Surtout que, bon, elle arrive chez ce monsieur dans les 20 dernières minutes du film, et elle a aucunement l'intention de se laisser faire, et je trouve ça savoureux à regarder parce que
Elle sait dès le début comment s'y prendre pour ne pas se laisser faire. Et comment elle évolue, c'est fou, quoi. C'est que ça se je l'ai pas perçu. J'ai oublié qu'au tout début, elle savait pas aligner quelques mots et qu'à la fin, c'était juste Emma Stone, quoi. Enfin, c'est fou. D'où la performance d'Emma Stone, parce qu'au début, elle dit juste oui, oui pour Ouais, dire ouais. pipi. Elle marche giga bizarrement. Après, elle commence à dire des phrases, mais la syntaxe, c'est pas ça. Et Ouais. après, elle te sort des phrases où tu te dis oh bâtard, j'aimerais bien parler Elle a aussi, lu quelques livres sur un bateau et c'est bon. C'est ça, quoi. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, merci Owen de m'avoir fait lire. Pour l'instant, je suis encore en train de lecture des Fleurs pour Algernon, et je trouve qu'il y a des similitudes dans le fait de voir un personnage évoluer Intellectuellement. intellectuellement, voilà. Moi qui voulais lire, justement, je voulais lire parce que c'est adapté d'une nouvelle, Pauvre créature. Je voulais lire la nouvelle, si c'est dans la même veine que des Fleurs pour Algernon et que c'est pas trop éloigné, franchement, ça peut être pas mal comme C'est lecture. quoi Mais le j'ai titre du pensé, livre j'ai pensé aussi à ça. C'est des fleurs pour Algernon. C'est l'histoire d'un garçon qui a attardé en fait qui a pas beaucoup de QI et il est soumis à une expérience qui fait que ça va déployer son intelligence. Sauf que ça se fait au travers de ses comptes rendus et son intelligence elle se déploie au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au début il y a des fautes partout, il n'y a pas de ponctuation, c'est insupportable à lire et au fur et à mesure il devient très 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 intelligent. Et l'isolement, l'écart qu'il avait avec les gens vis-à-vis de son manque d'intelligence se ressent une fois qu'il devient trop intelligent. C'est-à-dire qu'il n'a pas de juste milieu au moment où il est juste bien avec la société. Et il y a un peu de ça avec Pauvre créature. Il y a ce côté en retard avec la société et après trop en avance. Ok, c'est génial, hein, c'est bien d'en parler. C'est incroyable comme bouquin d'ailleurs, hein, je te le recommande. Et je rebondis sur Des Fleurs pour Algernon parce que c'est un très bon exemple de thématique similaire avec Pauvre créature. Mais je trouve que là où Pauvre créature devient ennuyé, c'est que le développement donc, de Bella ne passe que par sa sexualité quasiment. Et passé un certain moment, les scènes de sexe à répétition, ça devient très vite ennuyeux. Ouais, pareil. Une des premières choses que j'ai dit à Owen une fois que j'avais lu le film, c'est je trouve quand même que les scènes de sexe, il y en a quand même pas mal et je les trouve pas toutes très pertinentes et très intéressantes. Oui, moi j'ai adoré. Pardon, vas-y. Bah pareil, moi j'adore aussi ça le sexe. Ouais, Non, moi en fait j'ai trouvé ça trop bien de peu à peu le mettre en scène d'une manière hyper. Enfin, est-ce que d'une manière saine, je sais pas, mais elle se réapproprie tout et ça fait du bien. Enfin, Ce que je trouve génial dans le film par rapport au sexe, c'est que c'est un film qui parle de la primitivité de l'homme, enfin de l'humain au sens large. Et l'apprentissage de Bella passe aussi par la primitivité de l'humain. Ce que dit l'Antimos là-dedans, c'est que notre besoin premier dans le film, dans la vie, au-delà de manger, c'est le sexe. Et du coup, Bella, au début du film, c'est une folle du sexe parce que c'est littéralement une gamine de je sais pas quel âge, et c'est dégueulasse ce que je dis, mais qui découvre le sexe et qui aime trop ça. Et il y a ce côté forcément un peu comique décalé, dans le sens où ça se fait à répétition, et au fur et à mesure, justement, elle commence à intellectualiser le sexe, et même intellectualiser son rapport avec son partenaire. Et là, justement, les premières scènes de sexe avec le personnage de Mark Ruffalo sont justement comiques parce qu'elles dévoilent un rapport à autrui qui est juste primitif et dans un besoin corporel instantané. Et quand elle commence à faire des expériences de rapports sexuels et sociaux avec des clients quand elle se fait prostituer, là ça parle d'autre chose. D'ailleurs, elle se fait pas prostituer, elle se prostitue elle-même. On la force pas. Hein, donc. Oui, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on passe d'un besoin primitif à un contrôle total de ta sexualité. Ouais, mais du coup, le film laisse jamais vraiment de place à un sentiment d'amour, parce qu'il veut se concentrer que sur la sexualité, qu'elle soit bestiale ou contrôlée, et je trouve ça un peu triste. c'est vrai que du coup, ce qui aurait été incroyable, c'est que du coup, elle retrouve son amant, enfin, avec qui elle devait se marier, et qui justement, il y a peut-être de la sexualité, mais un peu différente que Mark Ruffalo ou que la Maison Close. Ouais, mais justement, vu que le personnage se dirige vers une intellectualisation de tout ce qu'elle vit, elle peut pas laisser place justement à l'amour. Et c'est ce que d'ailleurs dit le personnage de Willem Dafoe, c'est que lui, c'est un homme qui est trop scientifique pour laisser la place à ses sentiments. Et elle suit justement les pas de son père créateur, c'est-à-dire qu'elle arrête d'avoir des sentiments pour les gens, elle arrête d'avoir des pulsions corporelles et émotives, elle est juste dans l'intellectualisation totale de ce qu'elle vit. Ah ouais, j'ai pas compris ça à la fin. La dernière scène où elle marche avec son. Enfin, elle parle d'amour justement. Non, je suis assez d'accord avec Owen. Ah ouais? Ok, je me rappelle plus en fait. Je l'ai vu Elle dit ça à un moment. Non, mais c'est juste, ça se ressent dans le personnage. C'est-à-dire que, genre, à un moment donné, elle se met à parler à chaque fois en faisant des citations de philosophes ou en essayant de théoriser tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense. Donc, forcément, à un moment donné, elle laisse complètement de côté
ses sentiments et ses pulsions corporelles. Finalement, en fait, Bella, c'est un personnage qui n'arrive jamais vraiment à s'humaniser. Non, Parce c'est ça. qu'elle part d'une personne retardée, Mm. donc cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, à une personne qui ne devient même pas vraiment humain, tellement elle intellectualise le C'est monde ça. autour d'elle. Mais ça, je trouve ça passionnant, tu vois. Je trouve ça passionnant, surtout que, en plus de devenir un personnage ultra intéressant à suivre, il y a cette continuité dans l'héritage que lègue son père. Que Qui est lègue considéré comme un monstre en plus. C'est ça. C'est absolument. Je pense qu'il y a des grilles de lecture plus tard qui seront faites à propos de ce film, parce que là c'est tout récent, il vient de sortir, tu vois, on l'analyse en 2 spi. Mais je pense qu'à long terme, ce sera un film qui sera très intensément étudié et qui sera vachement intéressant, je pense. Et en plus, je trouve le personnage de Emma Stone, au-delà de sa simple performance, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de ces peut-être 5 dernières années. Et en plus, un personnage féminin, ce qui est assez rare. J'ai l'air vachement extatique sur le film, alors qu'en vrai, j'en ressortais pas non plus waouh, mais plus j'y pense, plus je me dis quand même. C'était cool. Comme O2 Have Sex, ça a fait le même effet. Ouais, Le mais fait d'analyser le film, tu te rends compte que en fait, il Il a plus de il a choses, plus de choses. Ouais. à dire que. je pense que Pauvre créature, il y a quand même un peu plus de choses à en dire. Je pense que il y aura de quoi déblatérer sur Pauvre créature d'ici quelques années, hein, quand on aura bien une vue d'ensemble sur le cinéma de Yorgos Lanthimos. Parce que finalement, on est à quoi, 5 ou 6 films, je crois, 2 faits en Grèce et 3 ou 4 faits aux États-Unis. Quatrième, il me semble que tu as The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, La Favorite et donc C'est ça. Pauvre créature. Et, du Tu coup, vas avoir 2 ou 3 films grecs. C'est ça. Donc on est quand même sur une carrière en cours de création. Il est encore, enfin, il est pas vieux non plus. Il Non. est pas vieux du tout et il a tourné un film avec Emma Stone dans la foulée de C'est ça. Pauvre créature. Donc, Et j'ai très hâte du coup de le regarder parce que c'est mes 2 films préférés avec de Yorgos Lanthimos, c'est avec Emma Stone. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les Ouais. gars, sur Pauvre créature? Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, mais vous? Non, juste évoquer la musique que je trouve très intéressante quand même. Oui, elle est chouette. Elle est chouette. Et le côté très plastique des décors aussi. Il y a forcément des fonds verts de fou furieux, mais tout ce qui est décor fait main, je les trouve giga chouettes. Hmm. Voilà, en plus l'image telle quelle, le grain de l'image est magnifique. Ce film est trop bien! ah, il va rehausser sa note. Ah, peut-être. Pas toi? Je t'ai pas convaincu? Non, mais moi, honnêtement, je trouve ton analyse super pertinente et ça donne un nouveau regard au film. Mais ça me provoque pas de sentiment d'intérêt en fait. Moi, le côté tellement intellectuel de Bella qui en fait ne trouve pas son humanité, chez moi, ça me touche pas justement. Et le milieu du film m'ennuie quand même vachement. Malgré le personnage de Mark Ruffalo qui a crevé de rire. Et par contre, je suis d'accord, il était à mourir de rire. Insupportable, mais insupportablement drôle. Mais moi, ce que j'aurais préféré, et ça aurait été un film totalement différent, c'est plus ou moins ce qui se passe à la fin, c'est ce retour entre cette double personnalité, c'est-à-dire à la fois la femme qu'elle a été autrefois, qu'elle-même n'a plus de souvenirs, donc ces souvenirs-là, elle le vit à travers son mari, mais donc c'est très vite expédié, puisque c'est dans la continuité d'une émancipation du personnage. Et tout ce rapport au gothique, à ces créatures qu'on aperçoit, ces créatures, je crois que c'est le poulet chien, il me semble. Il y en a Et- plein. Hein. C'est ça, en fait, c'est tout cet univers-là, moi, qui m'intéressait. C'est pas l'histoire que raconte Lanthimos. Ah, je peux comprendre. Est-ce qu'on enchaîne avec les chiffres? Alors, pour les chiffres de Pauvre créature, c'est un budget de 35 millions de dollars. Pour actuellement un cumul mondial à 24,5 millions de dollars, en sachant ça fait un moment qu'il est sorti aux États-Unis, dans lequel il a rapporté quasiment 18 millions. Pour ce premier jour en France, le 17 janvier, il a fait 36 020 entrées et c'était le premier des sorties du jour. Bon, c'est pas non plus un giga. Bah, pour un mois de janvier, ça va. Hein. Ouais, pour un mois de janvier, Très ça va. calme, le genre. D'accord. Bon, j'espère quand même que ça va faire un bon chiffre. On a fini avec Pauvre créature, mais on a quand même rattrapé quelques films dernièrement. Je vais commencer, je me le permets. Vas-y. Parce que j'ai rattrapé Wish, le dernier film de Disney. Et ça fait longtemps que je voulais le voir. J'arrivais pas à me décider jusqu'à ce qu'à un moment j'arrive à trouver 2 heures à tuer dans ma vie. C'est moins pire que ce que je craignais. Je pense même que je préfère Wish à Encanto. Pour la faire un peu courte, il y a un côté retour aux sources parce que forcément c'est un film qui célèbre les 100 ans de Disney. Donc ça veut revenir à des contes de princesses et de princes, tout en contredisant ça, parce que maintenant, bon, Disney, c'est, on va pas célébrer ce qui se disait il y a 60 ans, mais t'as ce côté prince et princesse qui est assez chouette. Les personnages principaux, que ce soit le méchant et l'héroïne, sont vachement cool à suivre. Par contre, les personnages secondaires, c'est de la merde. Il y a une référence au sept nains, et du coup, ils ont fait 6 acolytes qui accompagnent l'héroïne, et c'est absolument impossible de les dissocier chacun. Et en plus, ils font tous des blagues qui sont pas drôles. Et il y a le personnage de Marcelino, qui est une chèvre qui parle. Et à chaque fois, il fait des blagues. Et sa blague, c'est qu'il a la voix grave. Et sinon, bah, les autres blagues sont pas drôles parce que c'est pas drôle. Visuellement, ça oscille entre le moyen
et le moche. C'est-à-dire que la patte graphique est assez intéressante et c'est une expérimentation, mais c'est pas très bien animé. Il y a des animations de cheveux qui sont absolument atroces et surtout l'ensemble est très vide. Je trouve ça dommage que pour un film qui célèbre les 100 ans de Disney soit aussi pauvre visuellement. En plus, il y a des références à des vieux films Disney, genre Peter Pan, et t'es en mode non. Voilà. Donc, pour une conclusion, voilà, ça fait quand même 2-3 Disney ces derniers temps que je me dis que c'est moyen moins, et franchement, je trouve ça dommage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez rattrapé, les gars? Moi, j'ai rattrapé Winter Break. C'est quoi le titre original déjà Alors, du film? j'allais y venir. Le titre original, c'est The Holdovers. Je sais pas si je prononce bien. Je Et crois. ça pourrait se traduire, c'est ce qu'a fait la traduction québécoise, donc toujours des traductions littérales, c'est ceux qui restent. Mais on a fait une very bad trip, c'est-à-dire qu'on a décidé d'angliciser un titre qui était déjà anglais pour que ce soit plus parlant, Winter Break, pour faire tout de suite référence aux vacances d'hiver. Donc film qui est sorti aux États-Unis en novembre, mais qui est sorti chez nous mi-décembre, juste avant Noël. Et film qui est un peu passé à la trappe, mais c'est un film qui est très sympathique, qui a été récompensé au Golden Globe, donc meilleur acteur et meilleure actrice pour un second rôle. Et de quoi ça parle Winter Break? Alors on est dans les années 1970, on est en 1970 en fait, on est dans un très beau lycée privé de Nouvelle-Angleterre, le Cercle des Poètes Disparus. Si vous voulez une image du film, c'est littéralement le Cercle des Poètes Disparus. Tu sens le Cercle des Poètes Disparus à chaque coin du film. Mais c'est pas un défaut. Et du coup, on se retrouve vraiment dans cette même ambiance, vraiment grand lycée privé. Et il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a les vacances de Noël qui arrivent, mais il y a des gosses qui peuvent pas rentrer chez eux. Et du coup, si les gosses peuvent pas rentrer chez eux, ils doivent rester à l'internat. Et il faut qu'un prof reste à l'internat. Et évidemment, qui est sélectionné cette année pour rester? Le prof le plus détesté des élèves, détesté par les enseignants. En fait, le prof qui est détesté par tout le monde. Un prof très sévère, acariâtre, qui vit un peu dans son appartement, qui vit en fait tout le temps seul dans son appartement à réviser ses cours et étudier ses cours d'histoire antique. Et donc on est parti pour 2 semaines de vacances d'hiver et on est sur un schéma très classique. Le film n'est pas du tout original. Il n'est pas original, mais il reste quand même très touchant. Donc c'est cette double histoire d'émancipation entre un professeur renfermé qui va plus ou moins devenir... c'est une sorte d'Uncle Scrooge. Ok. C'est ça, c'est une sorte d'Uncle Scrooge qui détestable, en fait, qui devient totalement appréciable. Et inversement, pareil, on va suivre un élève qui est très turbulent et qui va en fait s'ouvrir et se rendre compte qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et en fait, je parlais du cercle des poètes disparus, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on n'est pas dans les cercles des poètes disparus. Robin Williams, c'est déjà lui qui apporte tout le mouvement, c'est-à-dire que c'est un prof positif qui apporte le positif. Et là, le mouvement positif, il est entre l'élève et le professeur. Et juste pour finir, voilà, le film n'est pas original, mais il baigne dans cette ambiance post-60s, donc début des années 70, donc que ce soit musicalement. Le film est tourné, enfin c'est du numérique, mais c'est de l'effet 16 mm. Donc tu sens, c'est de la pellicule, de la fausse pellicule qui saute, mais c'est super agréable à regarder. Voilà, ça aborde aussi la guerre du Vietnam, très légèrement en fond, mais c'est très intéressant. Il y avait le son aussi. Moi, c'est le truc qui m'avait choqué pendant le trailer. C'est vraiment, vu que ça prend cette esthétique-là, ça prend même le son absolument dégueulasse et un peu lointain de l'époque. Ouais, voilà. Mais même les arrêts sur image, non? Et aussi ça un peu. Enfin, à la fin de la bande-annonce, il y avait ça. Ouais, t'as ce côté ça, et t'as ce côté même le générique à l'ancienne. Mais moi, au début, ça me donnait vraiment envie, ouais. quand j'ai vu le trailer, moi, j'ai cru que c'était une réédition d'un film, tu vois. Donc, mais ça m'a pas motivé pour voir le film. Tu vois, moi, je Ouais, pensais c'est un bon moment. Je pensais que c'était vraiment tourné en caméra. Non, je vais vérifier, c'est bien du numérique. Ok. Est-ce que vous avez rattrapé d'autres trucs? Moi, je peux parler peut-être de 2 films, mais c'est des films qui sont pas sortis au cinéma, mais qui sont assez importants. Il y a Maestro de Bradley Cooper, qui était super cool, qui parlait de l'histoire de Leopold Bernstein, très grand chef d'orchestre. Ça parle de sa vie de couple avec, je sais plus le nom, mais elle est jouée par Carey Mulligan, qui est genre génial dans le film, genre vraiment incroyable prestation de Carey Mulligan. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Le film commence vraiment où tu comprends pas trop bien, ça commence où c'est que de la musique de partout, ça bouge dans tous les sens, ça t'explique rien, donc t'es un peu perdu. Et puis peu à peu le truc se pose, en fait tu te rends compte que voilà, le film parle du couple et non de sa carrière. Et c'est très génial, c'est triste aussi, très triste. Et non, le deuxième c'était Faux, F-O-E, en français c'était Le Remplaçant. Et là en fait c'est dans un monde un peu futuriste, c'est une histoire d'amour entre Paul Mescal et j'arrive jamais à dire son prénom. Ah, Saoirse Ronan. Redis-le s'il te plaît, mais Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Mrs. Ronan.
Et, et, Saoirse Ronan. ouais, j'arrive jamais à dire. Comment tu l'appelles le film? Search, le remplaçant. C'est Le sur titre français, c'est FOE. C'est sur Prime Video. Et en fait, c'est dans un monde un peu futuriste, même si on le voit pas trop, parce que ça reste à la campagne, c'est très style vieille campagne, très isolée. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple. Et en gros, le mari est sélectionné pour partir dans l'espace pendant 1 an. Et en fait, sa femme est hyper triste, elle veut pas qu'il parte. Et du coup, il y a une société qui s'occupe de récolter des informations sur le mari pour ensuite le remplacer par une sorte de faux robot pendant qu'il sera dans l'espace. Et incroyable Paul Mescal. Paul Mescal joue toujours le même personnage un peu. T'as l'impression qu'il est mort mais il est vivant. C'est un peu toujours ça, quoi. Au bord de la dépression suicidaire. Exactement. Et moi j'aime bien, c'est une continuité dans sa carrière. Et il y a un retournement à la fin, mais je ne peux pas en parler, sinon ça me crée toute l'expérience. Ok. Mais voilà, très touchant. Et Paul Mescal toujours autant touchant et déprimé as fuck. Et Paul Mescal qui vient de finir le tournage de Gladiator 2. Oui, c'est ce que j'allais et qui dire. fumait son meilleur cigare avec Papy Ridley. Et en tout cas, voilà, le remplaçant, c'était super cool. En tout cas, dans la carrière de Paul Mescal, c'est une continuité. Et je pense que Gladiator, ce sera un peu pareil à voir. Bon les gars, on a fini notre première partie, on a fini la partie film actuel, et on fait un petit break musical avec Axel Deval, avec le morceau L'Anthropocène. Ce soir, j'ôte mon masque mortuaire, ma Normandie toxique, pour t'embrasser à nouveau, enfoncé dans les végétaux et la tiédeur d'un Noël sans lumière. Car infidèle à la création divine, comme infidèle au vent du Nord, j'aperçois dans ta pénombre des usines au petit bonheur de nos envies. Bienvenue dans l'Anthropocène, l'ère de l'âme, infidèle encore. Bienvenue dans l'Anthropocène, l'ère de l'âme, fidèle encore. Car tout au fond de tes entrailles, et loin de tes hivers rigoureux, quand je pénètre tes abysses, des voix s'élèvent et disent: au Rouen la belle, du haut de tes clochers, je me fais la belle, du haut de tes pensées, mais en dessous, des voix s'élèvent et disent: bienvenue dans l'Anthropocène, l'ère de l'âme, infidèle encore. 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 C'était l'Anthropocène d'Axel Deval, que vous pouvez souvent retrouver au Tekawa, parce que j'aime bien shipper des artistes qui passent au Tekawa. Et on passe à la deuxième partie, et je vous propose une petite session de chiffres, puisqu'on a parlé de pauvres créatures. Jérémy est resté dans le thème en nous parlant de... Les chiffres d'Emma Stone. Et donc, vu qu'on avait parlé de pauvres créatures, j'avais hésité à faire les chiffres de Yorgos Lanthimos, mais je me suis posé la question, est-ce que c'était pertinent? Parce qu'il n'a pas fait tant de films que ça. Et donc, je me suis posé la question, et après réflexion, je me suis dit,
pourquoi pas inaugurer les chiffres d'acteurs et d'actrices avec les chiffres d'Emma Stone. Et donc, je tiens à préciser que les chiffres du box-office qui vont être donnés ne prennent pas en compte Poor Things parce qu'il vient tout juste de sortir. Et ils comptent tous les films dans lesquels Emma Stone a joué, que ce soit un rôle principal ou juste une petite apparition. Et bien sûr, j'ai compté les films d'animation. Commençons. Emma Stone, c'est 10 ans de carrière depuis son premier rôle dans un téléfilm de 2005, The New Patriot Family, et 17 ans de carrière au cinéma depuis son premier rôle dans Supergrave, sorti en 2007. C'est 27 films à son actif, parce que Poor Things est son 27e film, et 21, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels Emma Stone a travaillé. Et le réalisateur avec lequel elle a le plus travaillé, c'est Ruben Fleischer, avec qui elle a fait 3 films, les 2 Zombieland et Gangster Squad. On peut noter quand même qu'elle a joué avec des réalisateurs reconnus tels que Woody Allen, Damien Chazelle, Yorgos Lanthimos, Alejandro González Iñárritu ou encore Cameron Crowe quand même. Ensuite, si on prend les notes IMDb, donc l'Internet Movie Database, son film le mieux noté, on peut dire même ses films les mieux notés, c'est La La Land et La Favorite qui sont tous deux avec une moyenne de 8,1 sur 10. Et son film le moins bien noté, c'est Marmaduke avec 4,2 sur 10. Emma Stone a joué dans des films en moyenne notés 6,7 sur 10 sur IMDb. Parlons box-office maintenant. Emma Stone a joué dans 6 films qui ont atteint les 100 millions de dollars de recettes aux USA, dont 2 les 200 millions. Le film ayant fait plus de recettes aux USA dans lequel elle a joué, c'est The Amazing Spider-Man, le premier, avec plus de 262 millions de dollars de recettes. Niveau mondial, c'est également The Amazing Spider-Man qui a engrangé le plus de recettes avec plus de 757 millions. Et les films dans lesquels elle a joué ont atteint 15 fois les 100 millions de dollars de recettes mondiales, c'est plus d'un film sur 2. Et l'ensemble des recettes mondiales des films dans lesquels Emma Stone a joué s'élève à 4,6 milliards de dollars. Et en moyenne, un film dans lequel joue Emma Stone, c'est 177 millions de dollars de recettes mondiales. Et donc en France, ce n'est pas Amazing Spider-Man qui a fait le plus d'entrées, mais La La Land avec 2 746 019 entrées. Et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées, hors ceux qui ne sont pas sortis en France, c'est logique, et The Rocker, le deuxième film avec Emma Stone au générique, qui a fait même pas 1000 entrées, 745 pour être précis. 6 films des films avec Emma Stone ont dépassé le million d'entrées en France, et au total, les films avec Stone, ça fait plus de 18 millions d'entrées en France, avec une moyenne de 812 000 entrées. Au niveau des récompenses, Emma Stone, c'est 226 nominations dans des cérémonies de récompenses et 93 victoires. Ah ouais. Et on peut noter 3 nominations aux Oscars, peut-être une 4e pour Poor Things, dont 1 remporté pour La La Land, et 7 nominations aux Golden Globes, dont 2 remportées pour La La Land, et il y a quelques jours pour Poor Things. Mérité. 3, c'est un chiffre assez connu, mais c'est le nombre de collaborations entre Emma Stone et Ryan Gosling. On a vu ces 2 interprètes dans Crazy Stupid Love, dans Gangster Squad et bien évidemment dans La La Land. Mais en effectuant mes recherches, j'ai découvert que ce n'est pas le seul acteur avec lequel Emma Stone a 3 films en commun. Alors certes, ils n'ont pas de scène commune dans l'un des 3 films, mais sont tous 2 au générique. Et bien figurez-vous que c'est Woody Harrelson qui est dans les 2 films Zombieland, mais également dans Sex entre amis, dans lequel Emma Stone et Woody Harrelson n'ont pas de scène commune, mais sont tous 2 au générique. Et donc passons à nos chiffres sur la filmographie d'Emma Stone, en reprenant Poor Things dans les comptes. Donc, au nombre de films avec Emma Stone vus, le dernier d'entre nous, c'est Julien, avec 7. Oh non. Ensuite vient Owen avec 8, Fred avec 10, et enfin, moi avec 12. 5 films de l'actrice ont été vus par nous tous, Poor Things bien évidemment, puisqu'on vient d'en parler, mais aussi les 2 Amazing Spider-Man, le premier Zombieland, et enfin La La Land. Qui a pas vu le deuxième Zombieland? C'est moi. J'allais en parler. Ah, zut. A contrario, 14 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont notamment La couleur des sentiments, Gangster Squad, les 2 films Cruise ou encore Battle of the Sexes. Ah, pourtant celui-là j'ai envie de le voir. Parce que ça parle de tennis. Voilà. Et il y a Steve Carell. Donc Crazy Stupid Love aussi. Voilà, Oui. c'est vrai. Mais l'anecdote de tennis autour de la bataille des sexes est vraiment chouette. Même si vous n'êtes pas passionné de tennis, c'est vachement chouette. Le tennis, du coup, t'as hâte pour le prochain Guadagnino? Bah un peu, ouais. Ok. Enfin, j'ai plus hâte de la finale de l'Open d'Australie, mais après... Alors cette fois-ci, tout le monde n'a pas vu un film avec Emma Stone que tous les autres n'auraient pas vu. Et comme ce fut le cas pour Ridley Scott, Fred est le seul d'entre nous 4 à avoir vu Crazy Stupid Love. J'adore ce très envie de le voir Il est aussi. génial, je l'ai vu plusieurs Et fois. moi-même suis le seul à avoir vu Easy Girl et My Movie Project. Voilà. Ah ouais, mais en même temps, toi, tu vas pas voir les meilleurs, hein. Easy Ouais, Girl, ouais. ça a l'air trop bien. Enfin, ouais, moi, je pense à My Ah. Movie Project. Ah, ok. Ouais, bah c'est bon, j'avais que ça à foutre, je l'ai maté. Et au niveau des films qu'une seule personne d'entre nous n'a pas vu, Fred est le seul à ne pas avoir vu Birdman. Ah ouais, bon... Voilà. Non, c'est bien Birdman. C'est Oui, très Je l'ai bien regardé- Birdman. En fait, je l'ai regardé, mais genre, tu vois, 30 minutes et puis je devais être fatigué. Non, mais c'est un peu chiant le cinéma de Iñárritu, je suis désolé. Et donc... Hein Non, mais... Désolé, c'est mon avis. Et donc, on l'a un peu spoilé, mais et donc Julien est le seul d'entre nous à pas avoir vu Zombieland 2. C'est qui était cool, mais qui surpasse pas le c'est- 1. c'est le même délire que le premier, hein, donc... Ouais, mais je trouve un peu en dessous. Hein. Je sais pas, il y a un délire sur Elvis Presley, ça m'a fait rire. Ouais, sauf que t'as pas Elvis Presley dans le film. Alors que dans le premier, il y a Bill Murray C'est vrai. qui joue
Bill Murray. Ça, c'est incroyable. Et dans le deuxième, il est pas. Et si Bill Murray est dans Zombieland 2. Ah Mais attends, mais il était pas. Ah Mais attends, tu l'as vu le film? Oui, j'ai oublié le 2. Eh ben ouais, Bill Murray, il est dans Zombieland 2. Mais du coup, en. Bah, je sais pas, revois-le. En zombie? Bah, je crois, c'est ça. Tu te souviens pas de la scène post-générique complètement accessoire du film? Ah oui, ah, c'est ça, c'est dans la scène Mais post-générique. je crois que j'ai pas vu la scène. Du T'es coup, sorti c'est de la salle, t'en avais marre, t'en Je l'ai vu chez moi, le film. Ah merde. Genre, vraiment, Genre, il a vu le générique, et bah c'est bon, c'est pas un Marvel, m'en bat les couilles. Et ben merci beaucoup Jérémy pour ces chiffres. Et on passe à un petit jeu, messieurs. Et parce que on a des livres, on va parler de livres en fait. Voilà. Mais on est dans un podcast cinéma, Owen. Oh zut alors. Mais le cinéma ne fait-il pas des adaptations de livres? Ah oui. Justement, les gars, il y a des adaptations de livres et il y a des livres qui n'ont jamais été adaptés au cinéma. Moi, j'attends toujours une adaptation de Marche ou crève de Stephen King ou encore La nuit des temps de Barjavel, même si je sais que ça ne viendra jamais. Mais à côté, il y a des bouquins qui ont été vraiment beaucoup adaptés au cinéma et en téléfilm. Des fois, il y a eu des séries sur des films, mais je n'ai pas compté les séries. Je vous demande juste des films et des téléfilms. Voilà ce que vous allez devoir deviner. Combien de films et de téléfilms ont été des adaptations de ces livres? Ok. Sachant que, imaginons, il y a des livres, un seul livre qui a engendré une série de films. Faut que vous soyez capable de me dire le nombre de films. Oh, c'est pas cool ça. Si. Ok. Bref. Par exemple, Ça va être chaud. ça va être chaud. En vrai, ça va être plus un jeu d'estimation Ah oui, c'est que ça, de hein. réelle connaissance. Parce que, par exemple, combien de fois a été adapté le livre de George Orwell, 1984? Pas tant que ça, finalement. Moi j'en ai 2 en tête direct, mais il y en a sûrement plus. Moi, je dis 3. Ça n'a pas été si adapté que ça, 1984. Ah bah, moi non, je vais dire 7. Je dirais 5. 2 fois. Oh putain J'avais les 2 en tête, merde. J'étais pas loin. Bah oui, on attend encore celui de Paul Greengrass, qui est annoncé depuis déjà 5 ans, mais sinon, on a celui des années 50 et on Ouais. a celui de 1984. Le Petit Prince, combien de fois on a eu une adaptation du Petit Prince? Est-ce que tu comptes les films d'animation? Ah oui, bien sûr. Oui. Animation, il y en a déjà eu pas mal quand même. 13. Ah ouais, autant. Ah je sais pas, c'est au pif là, franchement, Ah quand non, tu non. peux savoir. J'aurais dit 5. 8? 2 fois. Oh Ah mais ouais. merde. Dont un de Stanley Donen, le fameux Stanley Donen à qui on doit par exemple Charade ou encore le classique Chantons sous la pluie. Merci et le film D'animation. Voilà. Ah, je pensais qu'il y avait eu plusieurs films d'animation, tu vois. Non, Genre, non. Non. La planète des singes. Combien de films on a eu droit à partir du chef-d'œuvre de Pierre Boulle? Du coup, on compte les différents opus. On compte les différents opus. On compte pas celui qui va sortir, on est d'accord. Non. Et on compte aussi les téléfilms. Ah, Je vais dire, allez, je vais dire 9. Moi, je vais dire 10. 11. 12. Oh 12 fois. Ouah, c'est énorme. Le portrait de Dorian Gray, combien de fois ça a été adapté? 3. 5. 6. Non, 8 fois les gars. Oh là là. Et franchement, le premier qui me trouve un chiffre tout pile. Par exemple, aussi, ça va être compliqué, les gars. Le Comte de Monte Cristo. Ah, j'essaie de me faire l'intégrale des films et des séries à partir du Comte de Monte Cristo. J'ai matière. 18. Non. Pardon, Ça veut dire que j'ai mis trop là, ça veut j'ai dire. mis trop. Merde. 12. Non, c'est à peu près 5. 9 fois. Les 3 mousquetaires, parce qu'on reste chez Alexandre Dumas. Les trous mousquetaires. Les 3. Les 3 mousquetaires, combien de fois ça a été adapté? Du coup, est-ce que l'adaptation qui est sortie, tu le comptes comme un seul ou 2 films? Je l'ai compté comme 2 films. D'accord. Parce qu'ils ont été extrêmement souvent faits en 2 parties. C'est vrai. Est-ce que tu comptes Mickey et les 3 C'est le film de mon enfant, j'avais la cassette. C'était Oui, trop bien. revoir Je l'avais Elle est beaucoup. usée la cassette de Julien. Je dirais là beaucoup quand même. Je dirais, je tente un 15. Ah non, il y a énormément de trucs quand même. Alors si la plupart sont en 2 parties, je vais tenter un 22. Un 10. 33. Oh, ouah, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup de téléfilms. Et tu comptes même pas les séries en plus, parce qu'il y en Non. a eu une flopée des Non, séries. non. Dites-vous par exemple, mais Jérém, je lui ai dit, il y avait une adaptation centrée sur Milady avec Ariel Dombal. Ah oui, c'est vrai. Oh, il m'a pas. Crime et châtiment de Dostoïevski. 11. 18. 11. 15. 7. Oh. Et d'ailleurs aussi, il y en a un officieux aux Philippines. Je l'ai pas noté. Officieux, comment ça officieux? Parce que c'est un fan film, mais je l'ai trouvé. Tu l'as regardé? Non. Ah. Cyrano de Bergerac. Combien de films? Ouais, attends. Je dirais 8. 5.
10. 6 fois. T'étais pas loin. Combien de fois le roman L'insoutenable légèreté de l'être a été adapté? Je crois qu'il a pas été adapté beaucoup de fois. Il y a un téléfilm, il y a un film avec Daniel Day-Lewis. Oui. J'aurais dit 3 ou 2. Moi, je dis 3. 2. Vas-y, 4, allez. Mais moi, en fait, j'ai trouvé qu'un seul film. Hein. Oh merde. J'ai pas trouvé de téléfilm. Hein. Ah. C'est con. J'étais fier de moi, j'étais en mode, allez, 1. Non, mais je crois que t'as raison, ouais, c'est qu'un alors. Et par contre, combien de fois Les Misérables Oula. a été adapté? J'aborde 2. Oula. 27. En vrai, C'est beaucoup. vous voyez pas si haut que ça. Ah ouais, moi j'imagine que ce truc c'est genre un téléfilm par an. 10. Ok, bon bah attends, je vais changer. 14. Moi je vais dire 7. 12. Oh. Et Madame Bovary. Et j'ai pas compté le film avec Fabrice Lucchini parce que c'est pas une vraie adaptation. Mhm. Voilà. N'y pensez pas. 4. 2. 3. 10. Ah, il nous piège. Par contre, combien de films on a eu à partir de Gatsby le Magnifique? 4, allez. 5. 7. Julien, tu peux être fier de toi. Ah, bravo. Et Anna Karenine aussi? Combien de fois? 11. 7. Le 5 est un chiffre qui me porte chance, donc 5. Et ben c'est le 7 de Jérémy. Oui, allez, le doublé. Et mes deux préférés. Combien de films on a eu avec Frankenstein? Oh putain. 6. 14. Non, attends, beaucoup plus que ça, moi, je dirais. Ah, mais attends. Parce que on en a fait des franchises après, hein, les gars. C'est vrai. Ah, attends, pour moi, c'est beaucoup plus que C'est ça. beaucoup plus que ça. Donc du là, coup. je parle pas de. Moi, j'étais sur les vieux. Je prends en compte tous les délires de Frankenstein. Allez, 42. 36. 15. Fred, t'es un BG. 36. Non. 36. Oh, le beau gosse. Attends, on a enchaîné genre tous les trois. Qu'est-ce qui se passe? Sur Il y, a, les comptes. il y a un signe, il y a quelque chose en haut. Voilà, j'en ai compté 36 en tout cas. Et enfin, combien de films on a eu à partir de Dracula? Et j'ai pas compté les Nosferatu. Ah oui. Donc le dernier voyage de Déméter, vous oubliez. Et tu l'as compté, Black Dracula? Lequel? Black Dracula. Un film de Bloxploitation. C'est possible. J'ai une question. Est-ce que Hôtel Transylvania, tu considères ça comme un film Non, je l'ai pas compté. On va te poser plein de questions. Est-ce que Morse, tu considères comme... Non. Par contre, la connerie de Mel Brooks, ouais. Ok. Je dirais... Vampire, c'est... J'aurais plus que Frankenstein, les vampires à Dracula. 30. Moi, je vais dire 41. 57. Fred, t'es pas loin, hein. C'est Ah. 43. Ah. Voilà. En tout cas, de tous les bouquins que j'ai cherchés, Dracula, c'est vraiment celui qui a eu le droit à plus de films Mhm. autour de sa personne. Enfin voilà, messieurs, j'espère que ce petit jeu vous a fait marrer et vous a fait prendre conscience que si vous vouliez vous faire l'intégrale de Frankenstein, bonne Voilà chance. du temps. Faudra regarder par exemple Frankenstein contre Billy the Kid. Bordel. Voilà, Le crossover, là. C'est un peu comme Jason contre Freddy. c'est ça. Un Le peu. crossover Warner est en train de prendre des notes, là. Et d'ailleurs, le crossover Frankenstein versus Dracula, il existe. Oui. Oui. Les années- Il y a pas un moment, ils sont ensemble aussi Les années 60, c'est génial. Le fils de Frankenstein. T'as Frankenstein Dracula contre la momie, y a pas un Vous truc voulez comme pas ça? voir Dracula contre Frankenstein pendant un rallye? C'est dans un Scooby-Doo. Oui, C'est trop bien. génial. Frankenstein 3000 aussi. Ou c'était Dracula Non, c'était 3000. Dracula 3000, le film que Dracula. j'avais sorti. Dracula 3000. Ça te déchire. Eh ben messieurs, nous approchons de la fin et nous arrivons à notre chronique finale. Le Joker. Et c'est le Joker à qui cette fois-ci? C'est pour moi. Et voilà, mais de quoi vas-tu donc nous parler, Jérémy? Bon alors, comme d'habitude, j'avais pas trop d'idées pour ma carte Joker et je me décide souvent au dernier moment. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? 19 janvier pour que les auditeurs soient dans la même temporalité que nous. Vous savez pas? Eh ben c'est l'anniversaire d'un réalisateur qu'on aime beaucoup chez DCP. Alors non, c'est pas Martin Scorsese. James Cameron? Non, mais c'est l'anniversaire de Damien Chazelle aujourd'hui qui fête ses 39 ans. Oh. Et donc, vous me voyez venir, pour cette carte Joker, on va parler du cinéma de Chazelle. Car, on le rappelle, si jamais vous n'avez pas écouté notre épisode bilan de fin d'année, bon déjà allez l'écouter parce que c'est cool, mais nous avions dit à 3 sur 4 que Babylone était le meilleur film de l'année 2024. Donc, 3. oui, 2023, pardon, je suis déjà dans le futur, pardon. Donc j'ai envie qu'on passe en revue les différents projets et non pas que les films réalisés par Chazelle et qu'on donne notre avis là-dessus. Ok. Donc si ça vous dit, on va le faire dans l'ordre chronologique. Et donc juste pour savoir, est-ce que l'un d'entre vous a vu son tout premier film qui s'appelle Guy and Madeline on a Park Bench? J'ai sur mon disque dur depuis genre 6-7 ans, je l'ai jamais vu. Ah ouais? Mais ouais, il est trouvable en vrai. Ouais.
D'accord, donc si Non. personne l'a vu. Bon. Moi, je croyais que c'était Whiplash, mais genre, tu sais, le court-métrage C'était son Whiplash. film de fin d'études, c'est ça, hein, Guy and the Madeleine Park. Je crois qu'il fait le court-métrage Whiplash même après Guy and, Ah ouais, c'était Guy vraiment and son Madeline premier on projet Park d'école. Bench. Tu l'as vu, toi? Non, justement, je posais la question ok. parce que voilà. Bon, Eh ben, on commence bien. suivant. Voilà, donc on passe autrement à 2 films pour lesquels il est crédité comme scénariste avant de passer dans le vif du sujet. Donc pour votre information, Damien Chazelle est crédité comme scénariste, et ça je l'ai découvert en préparant la carte Joker, sur le film Le Dernier Exorcisme partie 2 de Ed Glass Donnelly, et je me demande même s'il ne devait pas le réaliser car c'est lui aussi qui est à l'origine de l'histoire qui a donné vie au scénario. Personne l'a vu celui-là aussi, je suppose. Tabernacle. Non. Et le deuxième film donc dont je parlais là en tant que scénariste, c'est Grand Piano de Eugenio Mira avec Elijah Wood et John Cusack. Pareil, je suppose que personne l'a vu. Non. Non. Bon bah c'est bien, on se refait l'intégralité des projets de Chazelle, et au début il y a rien qui a vu de ses Mais par premiers projets. contre, je regarde les notes du dernier Exorciste 2, part 2. On a connu mieux en début de carrière quand même. Et bon, maintenant parlons de son premier coup d'éclat parce qu'on va peut-être enfin parler des films qu'on a vus avec Whiplash. Non. Déjà, est-ce que tout le monde l'a vu? Non. Tout le monde l'a vu. Oui. Non, je déconne, bien sûr que j'ai vu Oh Whiplash. là là. C'est trop bien Whiplash. Donc, on en pense quoi de Whiplash? Bah, c'est trop bien Whiplash. On est Moi, d'accord, c'est C'est trop un bien. film que j'aimerais beaucoup revoir. Pareil, Et je c'est un l'avais film qui se regarde, qui se revoit très bien. Enfin, tu vois, tu le revois et t'es Oui. toujours autant. je pris l'avais par le truc. vu le 1er janvier 2017. Non, le 2 janvier 2017. C'est le premier film que j'ai inscrit quand j'ai commencé à répertorier les films que je voyais dans des tableaux. Et Ok. bah, je l'ai pas revu depuis, donc ça a fait déjà 7 ans. Donc le temps passe vite. Mais j'en garde un souvenir très très bon. Incroyable performance de J.K. Simmons. C'est ce qui en ressort le plus. Moi, et j'aime- la scène finale. J'aime beaucoup ce film, mais c'est un peu une relation toxique avec Whiplash. Tu l'as trop vu. En fait, déjà, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois, et surtout, je trouve qu'à un moment, quand j'ai vu ce film, j'étais assez jeune. Bah, un peu comme. Moi, je l'ai vu assez tôt. Il Il est est sorti en 2014. 2014, hein. Bah, je crois que je l'ai vu en 2015, donc j'avais 14 J'ai ans. dû le voir en 2019, j'ai dû le Ouais. voir. moi. Ouais, dans ces eaux-là aussi, 2018-2019. Ça fait 10 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la première personne à m'avoir parlé de Whiplash, c'est mon dentiste. J'espère c'est qu'il ça. t'a pas fait saigner les dents comme on saigne des mains dans Whiplash. hein. Non, j'avoue. Cette relation un peu, tu vois, dans le film, c'est genre un élève qui se surpasse, qui devient un surhomme un peu, enfin, en s'entraînant et en souffrant, en fait. Et un peu ce truc de l'apprentissage de devenir bien en souffrant. Et du coup, j'avais trop ça dans la tête. Après, je me disais, ok, maintenant, Fred, C'est comme tu ça vas qu'il faut souffrir, apprendre. tu vas te faire saigner les mains en écrivant sur du papier, et tu vas devenir le meilleur de tous. J'avais peut-être un peu mal compris le film à l'époque aussi, mais Et t'es jeune et innocent. ouais. Un peu, Whiplash, il est vraiment matriciel dans le cinéma de Chazelle. Genre, toutes les thématiques que tu retrouveras plus tard, elles sont contenues dans Whiplash, notamment le rapport entre, ce qui sera extrêmement développé dans La La Land, c'est entre passion et amour. Mhm. C'est-à-dire que tu as un tout petit passage dans Whiplash où il quitte sa copine justement parce qu'il dit qu'il n'a pas de temps de consacrer à l'amour. Et finalement, La La Land, ça développera tout ce stade-là. Et c'est un film amer, La La Land. Mais on reviendra sur La La Land Oui, après, oui, donc j'ai pas on y parlé va de de La La manière Land. chronologique, donc ne brûlons pas les Voilà. étapes. Donc là, avec Whiplash, on est en 2014. Ensuite, on va arriver sur 2015-2016 où il y a 2 projets très différents. On va commencer par celui qui est sorti fin 2015 aux USA et début 2016 en France. Le film avec Emma Stone qui a fait le plus d'entrées en France, si vous avez suivi ma chronique juste avant. La 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 Land. La Land. Pareil, encore très grand film. Très très grand film dans ma cinéphilie. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué quand je l'avais vu au cinéma à l'époque. On l'avait revu ensemble d'ailleurs, je me souviens, pendant les UGC cultes. Mais genre, c'est quand on était en L1. Et je l'ai pas revu depuis non plus. Moi, je l'ai revu plusieurs fois aussi. Moi, c'était hyper important. Genre, Ouais. je crois que c'était le premier film où je me suis dit, ok, j'aime beaucoup le cinéma. Mais je me souviens que les gens en L1, quand on était arrivé, tout le monde était en mode ah oui, La La Land, tu vois. Oui, Genre, oui, c'était. Mais moi, je me souviens exactement de quand j'ai été au cinéma, tu vois, pour le voir. Ah oui, Oui, mais moi aussi, c'est un truc, hein, je vais en fou. parler aussi. Moi, je l'ai vu deux fois au cinéma, 2 claques. Pareil. Ouais. Moi, j'avais fait un date avec une meuf, et j'étais allé voir ce film, je la connaissais pas du tout, elle était très timide et tout. On regarde le film, et moi je sors du film, je suis mais à fond, je danse dans la rue, genre vraiment carrément, je suis en mode ok, je vais faire du piano. je City vais of chanter, Stars, tout. Mais vraiment à fond. Je lui dis, mais t'en as pensé quoi? Ah non, pas ouf. Et je l'ai plus jamais parlé. Rupture. Je l'ai plus Mais- jamais reparlé. Non, moi je l'ai vu juste après mon oral de bac, un oral blanc de bac français ou je sais pas, un truc dans le genre, et genre j'étais en mode vas-y, je veux trop prendre des notes sur pour faire une critique de ce film et tout. Enfin, Mais si tu regardes dans la dernière décennie, est-ce que tu as une comédie musicale qui a été aussi marquante que La La Land? Ah non, Déjà, c'est des comédies certain. musicales, il n'y en a pas tant que ça, Bah, il y a eu d'importantes, mais t'en as une qui rivalise avec. Bah, celle de Léo Carax, Annette. Et encore. Et encore. parle pas Ah tant oui, d'Annette, non, mais bien c'est sûr que niveau grand. 2010-2020, une comédie musicale, La La Land. Ça a Ouais. ressuscité un genre. Ça l'a pas ressuscité, vu qu'il y a même pas eu de choses ensuite. Bah, C'est vraiment un film, genre une épiphanie à un instant T, mais. Ça a ressuscité pour une fois, mais ça fait une résurrection. Ah oui, ça, c'est sûr. maintenant, les gens ne veulent toujours pas aller voir des comédies musicales au point où la publicité ne dit pas que Wonka c'est une comédie musicale. C'est Tu vois, vrai. enfin, ça. Mais Finalement. après, moi, mon avis sur La La Land, c'est que je le trouve le film m'impressionne encore aujourd'hui,
mais j'ai pas d'affect personnel avec. Et en fait, j'ai jamais eu un affect personnel avec Damien Chazelle. En fait, c'est des films qui m'impressionnent, que je trouve furieux et épatants, mais ça me touche jamais. Et du coup, pour reprendre ce que je disais quand je parlais de Whiplash, Ouais. donc tu avais ce début déjà dans Whiplash entre l'amour et la passion. Et c'est un film assez amer, La La Land. Parce que beaucoup on dit c'est un film triste, La La Land. C'est un film qui finit mal. En fait, c'est un film qui finit bien, c'est juste que c'est très amer. Mais finalement, les personnages en fait, ont eu ce qu'ils voulaient. Mais c'est toujours ça, c'est au prix d'une chose. Donc c'est la passion, la réussite au prix de l'amour. Ce que je trouve fou aussi, c'est que ce film se calque beaucoup sur Jacques Demy, quoi. Sur les films de Jacques Demy, sur lequel les parapluies de Cherbourg. Non. Oui, c'est Oui, ça. c'est l'amertume. C'est exactement Sauf le que les même. parapluies de Cherbourg, c'est vraiment triste. C'est tragique le C'est final. tragique, et c'est vraiment c'est des destins brisés c'est des lignes qui s'entrecroisent et qui s'échappent malheureusement, alors que La La Land, c'est ce que veulent les personnages, mais pas ce que veut le spectateur. C'est là où tu peux ressentir de la tristesse. Et donc l'autre projet qui est sorti en 2016 et qui, comme pour le dernier Exorcisme Part 2, il aurait peut-être pu le réaliser, c'est 10 Cloverfield Lane, pour lequel Damien Chazelle est crédité au scénario. J'avais pas aimé. Sa mère, j'avais pas aimé. Ah, putain. moi j'aime bien 10 Cloverfield J'ai pas Lane. vu. C'est un huis clos, c'est ça, non? Oui. Ouais. C'est la suite de Cloverfield, mais en huis clos. Ah, c'est dans l'univers, c'est pas vraiment une suite, c'est dans l'univers. Mais de il y Cloverfield. a. Ah, c'est quoi le casting? Il y avait John Goodman et Il y avait Mary-Elizabeth Winstead, c'est ça? Mary-Elizabeth Winstead, voilà. Non, mais c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi. Je veux dire, le film, il a enfin un potentiel dans les 5 dernières minutes et le film décide de s'arrêter à ce moment-là. Pardon. Je l'ai vu il y a bientôt 8 ans. Mais revois-le peut-être parce et que. j'en suis encore blasé, quoi. Ça m'énerve encore. Mais oui, ça fait sans doute partie de ces films que peut-être qu'un jour je les reverrai et je me dirais que bon, quand j'avais 17 ans, j'étais un petit peu con, quoi. Mais sinon, non. Parce que tu verrais le chose qui passe uniquement par la mise en scène et c'est littéralement le film, c'est du show don't tell tout le temps. T'es fait chier. Pardon. Après, c'est peut-être le côté huis clos qui était mal géré aussi, tu vois. Enfin... Et ensuite, on arrive à 2018 où il réalise pour la première fois un film qu'il n'a pas scénarisé, First Man. On en Pas pense vu. quoi de First Man? Tu as pas Que vu? j'ai vu. Pas vu. Pas vu. C'est le seul que j'ai pas vu. Ah, Je voulais le sérieux, voir, vous l'avez mais je l'ai pas pas vu. Moi, j'étais un peu. Il y a eu un peu ce truc, il y a une rupture quand même où justement Whiplash et La La Land, tu vois qu'il y a un lien. Et First Man, je sens qu'il y en a un, mais un peu moins visible, quoi. C'est toujours la même chose, c'est une histoire d'amour là, mais qui du coup qui marche. Enfin, c'est deux personnes qui sont vraiment ensemble, qui ont. Enfin, c'est un peu la suite de La La Land finalement, non? Enfin, c'est pas la suite, mais dans le sens niveau relationnel, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que t'as Whiplash où la personne ne va même pas sortir avec l'autre. La La Land, ils sortent ensemble, mais ils ont pas un avenir ensemble. Et First Man, ils ont un avenir ensemble, le couple dedans. Et il y a un vrai problème dans le couple qui fait que la femme accepte que son mari parte dans l'espace, quoi. Enfin, c'est. Quelle place est accordée à la musicalité justement dans First Man? Parce que je l'ai pas vu. Et c'est aussi une des choses qui m'a jamais attiré dans First Man, c'est Chazelle, tu sais que ça va être très furieux, ça va être musical, ça va être passionné, et du coup First Man, biopic, Un film d'espace un film d'espace biopic, par Chazelle. c'est un peu une anomalie quand tu le vois comme ça Et sur bah, le papier. justement, la scène de l'alunissage, justement, il se pose sa mise en scène et c'est pas désagréable. J'ai un peu oublié le film. ouais. Mais je suis d'accord avec toi, pour être honnête, ouais, c'est pas le film que j'ai retenu de Chazelle et j'ai pas d'énormes souvenirs de Est-ce First qu'il y a Man. de la mise en scène très, justement, comme disait Julien, genre très punchy? Il me genre, semble pas, je justement, crois sur pas, ce hein. film, il se pose vachement plus. Hein. Mais il y a toujours le plan chazellien du regard à la fin. Ensuite, on arrive en 2020 où il produit et réalise 2 épisodes de la série The Eddy, sortie sur Netflix. Alors personnellement, ça m'a pas tenté, je l'ai pas vu. J'ai vu la série. Alors du coup, Moi, j'ai trop aimé la série, mais elle a eu beaucoup de très mauvaises critiques. Mais moi, juste, voilà, tu me lâches un film qui se passe dans Paris 13e, qui parle de jazz, qui te met des artistes que j'aime bien, genre Sopico, un rappeur que j'aime beaucoup. Non, moi, j'ai kiffé, j'étais vraiment dedans. ouais, C'était mais cool. personnellement, ouais, ça me dit rien. Et ça c'est me tente- ça me vraiment tente la pas. culture du jazz, mais mêlée à la culture du rap français actuel. Si tu veux une super série sur le jazz, regarde. Trémé. Tu connais pas? Ça se passe après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et c'est comment la ville se reconstruit après ça. Mais il y a du jazz tout le temps. Ok, c'est ça me donne trop envie. tellement bien. Ok. C'est tellement bien. Et si vous voulez une super série sur le rock, il y a Vinyl qui a été fait par Scorsese. Et je le cale là parce que quand on avait fait la carte Joker sur Scorsese, j'avais zappé Vinyl. Donc voilà, ceci est réparé. C'est Attends, ça. Scorsese a réalisé une série? Oui, il a produit ces vinyles. Il avait réalisé le premier épisode qui fait 2 heures. Donc c'est vraiment un film, le premier C'est épisode. produit aussi par Mick Jagger, je crois. C'est possible, mais c'est très bien Vinyl et ça a été annulé. Donc en fait, ça ne finit pas vraiment, mais c'est quand même trop bien. Ok. On a divagué, pardon. Non, pas de problème. Et enfin, on arrive à son dernier film, bien qu'on en ait parlé en longueur dans le DCP de fin d'année 2023, mais évoquons quand même Babylone. C'est toujours immense, Babylone. Je pense que c'est son film somme en matière d'obsession et de réalisation. C'est le film le plus époustouflant qu'il ait fait, à mon sens, même si La La Land
Ça a ce côté Madeleine de Proust pour beaucoup de personnes. Et la question, c'est que Babylone, comme tu disais, Jérémy, on en a parlé en long et en large déjà dans le DCP, mais là, ce qu'on pourrait s'interroger, c'est est-ce que Chazelle peut se renouveler après un film comme Babylone? Parce que comme le dit Owen, c'est, je vais pas dire c'est son chant du cygne, mais c'est son film le plus... il a atteint ses obsessions au maximum, il a concentré tout ce qu'il pouvait faire dans Babylone. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Parce qu'il est jeune, Chazelle, il a une énorme carrière encore devant lui. 39 ans. Peut-être retenter de la série, peut-être revenir à des Alors, obsessions du coup, plus- évoquons l'avenir de Damien Chazelle, parce que j'ai quand même noté quelque chose là-dessus. Pour l'avenir cinématographique de Damien Chazelle, sachez qu'il a un projet de film en développement. On ne sait rien d'autre que ça, mais sachez également que pour l'instant, parce que ça peut toujours bouger des infos comme celle-ci, il est crédité comme scénariste pour un film en pré-production qui s'appelle The Claim et qui ne réalisera pas, car si on en croit IMDb, c'est Erickson Core, le réalisateur de Togo et du remake de Point Break, mais également le directeur photo du premier Fast and Furious et de Daredevil avec Ben Affleck. C'est pas très Directeur encourageant. photo d'Daredevil Ben Affleck, C'est pas encourageant. ça Donc, fait peur. Sachez que pour l'instant, après ça peut bouger des infos comme ça, mais sachez que Chazelle est crédité sur le prochain film de ce mec. Et donc The Claim, ça racontera l'histoire d'un père célibataire qui va se mettre à la recherche de sa fille kidnappée. Et ça va se compliquer lorsqu'un couple va déclarer que la fille est la leur. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un monde de différence entre le Chazelle scénariste et le Chazelle auteur. Ouais. Genre le Chazelle scénariste, ça te donne L'Exorciste, ça donne 10 Cloverfield Lane, Des trucs de et thriller. ça des donne trucs un c'est peu- ça ouais. du thriller et tout. Donc voilà. Mais pour l'instant, son prochain film, on a vraiment zéro info. Donc, mais on sait qu'il va en faire qu'il va en refaire un autre. Bah, Babylone, ça fait 1 an, mais il faut du temps après pour rebondir, pour faire un nouveau film. Moi, Bah, c'est surtout que Babylone est considéré comme un échec J'avais au entendu. niveau box-office. J'avais entendu dire qu'il voulait vraiment faire des films français, venir vraiment tourner à Paris, comme il a Ok. fait Ah, avec sa peut-être, série, mais en film, en long Peut-être métrage. avec la désillusion qu'il a eu avec Babylone, il se dit peut-être. est-ce que, Exactement, il en parlait dans une interview. Il y a eu beaucoup de réconfort, je crois, vis-à-vis du public français. C'est concernant ça, parce Babylone. qu'il y a que en France où il a correctement marché, alors que même après, il a pas été nommé pour tant d'Oscars que ça. Il en a. Il était même pas présent à la cérémonie des Oscars. Si, il en a eu. Il a eu 3 nominations, je crois, mais il en a eu aucun, si je dis pas de bêtises. Mais pardon, je dis une bêtise, il était même pas nommé dans les meilleurs films ou meilleurs Voilà, réalisateurs, c'est ça. Mais il a eu 3 nominations et peut-être un ou pas du tout, je sais plus. Mais il a pas eu une grosse reconnaissance. Il a pas été considéré comme un succès aux États-Unis parce qu'il a fait, je crois, 15 millions de dollars aux États-Unis seulement. Et C'est 60 très millions, faible. 60 millions mondial pour un budget de 80. Donc Ah, c'est horrible. Quel dommage, hein. Mais oui, il avait été nominé pour meilleur décor, meilleure musique de film et meilleure création de costumes et nada. voilà, c'est ça. C'est ouf. Je crois qu'à l'époque, quand on parlait de Babylone, j'étais un peu en mode ouais, c'était cool, mais sans plus. Et là, en fait, en y pensant, c'était quand même super bien. Je sais pas pourquoi. Ça- Ça ça m'est film- venu comme ça, là. Ça m'est revenu, j'ai envie de le revoir. Voilà. Moi, j'y repense, ça continue de m'impressionner. Je sais qu'il y en a qui trouvent que le montage final est absolument abominable. Mais moi, j'aime beaucoup le montage final, c'est une bonne Moi, proposition. c'est la seule chose que je suis pas fan dans le film. Je le trouve un peu grossier, le montage final, mais c'est tellement une petite goutte d'imperfection dans tout ce qui est Babylone que C'est c'est ça. pas grave. Moi, je trouve ça courageux, en fait. Oui. C'est courageux de faire ça dans un film. Enfin, tu vois. Donc, j'admire son courage, je l'applaudis. Non, puis la musique. Et je veux voir un film. Ah oui, par contre, mentionnons Justin Hurwitz quand même qui fait la musique des films de Chazelle et qui à chaque fois les bandes originales des films de Chazelle sont excellentes. Mais qu'ils viennent à Paris, on l'accueille à bras ouverts. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Damien Bah Chazelle non, mais merci, on a quand même passé en revue toutes les œuvres de Damien Chazelle. Donc, Et puis c'était chouette comme Joker. On s'est bien marré J'ai autour bien de aimé. Damien. Ouais, j'ai bien aimé le concept. ah bah pour une fois que j'en prépare une bien, je suis content. Et à qui vas-tu donc donner le Joker pour l'émission suivante? Je fais monter le suspense pour rien parce qu'en vrai j'ai déjà mon idée en tête, je sais que je vais la donner à Julien. Donc Eh ben Julien. Bah oui, mais de toute façon on aime tous les cartes Joker de Julien. Fred avait fait sa lettre d'amour. Ah, j'avais adoré. ah, par Attends. contre là t'as un niveau mec, t'as intérêt à assurer. Non, attends, la dernière carte Joker était super bien, mais après j'ai vu un film, ça m'a déçu. En fait, non, je veux plus que tu parles. Non, ferme ta gueule. T'as vu Rambo Je rigole. T'as 2 semaines pour un Joker de qualité. C'est parti. Eh bien, mesdames et messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés au bout, malgré la voix giga stridente qu'est la mienne, parce que j'ai plus de voix. Et je rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les applications streaming de Spotify, de Deezer, d'Apple Music, sur YouTube aussi, et sur le site du Wishing Light Channel. On se retrouve dans 2 semaines pour le 10e épisode, et on vous fait des gros Bisous. bisous. Au revoir. Salut Allez salut. mon pote.